what you really want. Tell me what you want. I wanna really wanna see ah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. That's the way it is. Oh, what you think about that? Aujourd'hui, on va parler avec Myriam de Relations Presse. On est heureux de vous accueillir sur ce live. L'occasion pour nous de vous présenter rapidement ce live qui aura lieu tous les mois. Tous les mois, ici, à ma table, seront invités des experts de l'influence, de la communication d'influence, les acteurs de cette communication B2B. On va parler avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous posera des questions. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Myriam, fondatrice du magazine leader de l'influence sur Internet, les gens d'Internet. Est-ce que tu peux te présenter, Myriam ? Merci Clifford pour l'invitation. Alors, je vais juste revenir sur le sujet de notre conversation aujourd'hui. Ça ne va pas que porter sur les relations presse, mais ça va aussi parler de l'influence, parce qu'on est deux spécialistes dans ce domaine-là, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et donc, pour répondre à ta question, Clifford, je digresse déjà... C'est mal barré. Donc, je m'appelle Myriam. J'ai fondé le magazine Les gens d'Internet. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être pas. C'est un magazine qui a pour but d'informer les professionnels du marketing et de la communication sur l'influence au sens assez large du terme, notamment sur les campagnes de marketing d'influence, la manière dont les marques travaillent avec les créateurs de contenu et l'inverse, et aussi comment on se démarque sur les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus. Ça va de Instagram à Pinterest, en passant bien évidemment par LinkedIn. Yes, super introduction. Merci. Bravo. Et alors, pourquoi tu as accepté cette invitation justement aujourd'hui ? Parce que j'adore l'équipe Les Années Folles. Merci pour l'instant promo. C'est cliché, mais c'est vrai. Avec Clifford et même Julien, on se connaît depuis maintenant 2-3 ans, il me semble. Ouais, j'ai noté environ 2 ans. Tu vois. Ouais, 2 ans. Et moi, j'adore ce que vous faites sur LinkedIn. Vous m'aidez à mieux comprendre ce réseau social que j'avais un peu du mal à appréhender il y a encore quelques années. Et je trouve que vous faites du bon travail. Et surtout, c'est la première fois aussi que je serai en live sur LinkedIn. Toute première fois. Donc avec vous, c'est beau. C'est la première ici. C'est le premier live ici dans les nouveaux studios. C'est que des premières fois. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Surtout qu'on va parler d'un sujet qui est quand même hyper intéressant, hyper large et hyper intéressant. Justement, moi, vous voyez, j'ai plein d'outils autour de moi. J'ai la tablette, l'ordinateur. On est connecté donc du coup en simultané sur mon profil personnel LinkedIn et sur la page bien sûr des Années Folles. Donc, si vous ne voyez que je réponds pas aux commentaires, c'est que vous êtes sur le mauvais live, vice versa. Donc, je vais jongler. J'ai pris beaucoup de notes. On va avoir beaucoup de sujets aujourd'hui. Et l'idée, c'est justement de répondre à toutes vos questions. Est-ce que tu aurais une première question pour les gens justement dans le public, j'allais dire, mais les gens qui nous regardent, on disait. Exactement, les gens qui nous regardent. Évidemment, j'ai une première question et la première question est très très simple. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez déjà réalisé une campagne de relations presse et ou une campagne d'influence? Si oui, quand? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous avez des retours à nous faire sur lesquels on pourrait rebondir? N'hésitez pas à nous dire tout ça. On va répondre au mieux. Au mieux à vous en fait dans les commentaires. Donc je serai bonjour à tous. Je vois qu'il y a des bonjours. Bonjour à tous. Alors c'est un peu frustrant en plus de me voir dans les deux écrans en retour. Toi tu vois rien, c'est bien plus pratique. Tant mieux. Je ne peux pas me voir. C'est toujours compliqué de s'entendre effectivement. En plus un live on peut pas la refaire. Alors tu t'es présenté, super. Aujourd'hui justement, toi tu as présenté tes différents services. On va dire que tu as lancé la relation presse, mais tu étais journaliste avant ? Ouais, je suis toujours journaliste parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est un magazine que j'ai lancé qui s'appelle Les gens d'Internet. Donc, on écrit des articles, on fait de la vidéo, on fait plein de choses. Je vous invite à aller les lire forcément. Et à côté de ça, pour pouvoir rémunérer l'équipe, si vous allez sur le site, il n'y a pas beaucoup de publicité, il y a quelques bannières, mais vraiment, ce n'est pas ce qui nous rémunère. À côté de ça, on a lancé une agence de communication et de marketing où on accompagne les acteurs du marketing digital, notamment ceux qui sont spécialisés en social media ou en influence, comme les Années Folles, pour les aider à communiquer sur ce qu'ils font et pour essayer un petit peu de démystifier et de démocratiser ce qu'est l'influence et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux.
Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe énormément de choses sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression qu'on ne connaît rien des coulisses. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait une campagne de marketing d'influence, on ne sait pas vraiment. On a toujours. C'est l'idée d'ailleurs de ce live, et tu pourras nous en dire ouais. plus, mais à chaque fois, on a tout ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire success story. la mise en place de la campagne et tout ça, on l'a pas, la manière dont la marque est venue chercher des influenceurs, comment est-ce qu'elle a imaginé les messages à faire passer, etc. C'est des choses sur lesquelles on a très peu d'informations et je trouvais ça dommage parce que ça permet aussi de montrer un petit peu à tout le monde comment est-ce que véritablement une agence spécialisée en social media, peut travailler. Un peu les insides, finalement, même Ouais. pour les futurs clients ou les personnes qui sont curieuses de lancer pour leur propre marque des campagnes. Ça leur permet de voir un peu les coulisses et d'être moins surpris et d'être un peu plus en veille de ce qui se fait et de choisir peut-être la bonne agence aussi. Ouais, exactement. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir aussi un petit peu, tu vois, l'œil dans les coulisses. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé plein de petits services, notamment, on va en parler d'un seul aujourd'hui, qui sont les relations presse, où on accompagne donc ces agences sur leur prise de parole dans les médias pour leur permettre de parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Et pour prendre un exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec les Années Folles pour mettre en place leur dernière, pour mettre en avant, pardon, dans les médias, leur dernière campagne sur le film Un autre monde avec Vincent Lindon et tout plein de RH. C'était hyper intéressant et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc, ça vous a permis d'être mis en valeur. C'est pour ça aussi que ça a marché, je pense, et on va y revenir justement. Ouais. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Donc, mais attends, mais tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'ai lancé mon agence, mais peut-être que tu peux expliquer aussi pourquoi est-ce que vous avez lancé l'agence Les Années Folles. Alors, pourquoi on a lancé l'agence Les Années Folles? On est parti d'un constat où l'influence, déjà la communication au sens large B2B, il y a beaucoup de choses à faire. Je dis pas qu'en B2C, tout a été fait, mais c'est quand même bien en avance. Sur le B2B, il y a un peu plus de retard. Il suffit des fois de regarder un peu les spots publicitaires en B2B sur des chaînes business où des fois, c'est pas très, très original. Déjà, c'est un constat. Il y a des opportunités à saisir en termes de com. Et puis après, la petite histoire, mais la plupart des gens, je pense, qui suivent ce live sont informés de la genèse des Années Folles. Mais en gros, on est parti d'une problématique, comme beaucoup de services qui ont été créés. Des influenceurs qui ne vivaient pas de leur influence, ne faisaient pas de collaboration officieuse. Ça bricolait un peu comme au démarrage dans le B2C, j'imagine. On envoyait des petits cadeaux. Et puis, ce sont des vrais experts dans des thématiques, que ce soit du RH, du marketing, vous les voyez tous sur LinkedIn, et des marques qui cherchent de plus en plus à être visibles. Et simplement, on a fait au début la relation entre les deux, et aujourd'hui, on mène des histoires, en fait, puisqu'on se rend compte, et on aura l'occasion d'échanger, c'est que c'est pas simplement des posts sponsorisés. Nous, on a quasiment arrêté, en fait, des posts où on parle juste d'une marque et basta cosy. Là, on est plutôt sur des histoires qu'on crée de A à Z avec des influenceurs, comme Un autre monde, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est une histoire avec des leaders d'opinion, avec une marque qu'on crée à travers des productions vidéo, des événements, des posts, mais vraiment un fil conducteur. Et puis, les acteurs, les héros de l'histoire, ce sont les influenceurs. Voilà. Oh, c'est tellement bien dit. L'improvisation. C'est beau, Clifford. Voilà. Donc, alors, j'ai plein de questions et je les ai notées. Alors, j'essaie de ma tête d'avoir un peu de concentration et de dire, OK, pose des bonnes questions parce qu'on n'a qu'une heure et je vais essayer de driver mon temps. OK, alors sous quelles conditions, j'avais mis, est-il pertinent finalement de lancer une campagne de relations presse pour toi? À quel moment je suis une entreprise, je me dis, c'est le bon moment, et à qui ça s'adresse finalement? Alors, la réponse, elle va être très simple et je vais aller droit Vas-y. au but. C'est on fait une campagne de relations presse quand on a quelque chose à dire. On ne fait pas une campagne de relations presse juste parce qu'on a envie d'apparaître dans les médias et qu'on se dit, bon, moi, je suis expert, je suis spécialiste de tel sujet, j'ai envie de prendre la parole, mais en fait, OK, tu veux prendre la parole dans les médias, mais quel est le message que tu veux faire passer? Qu'est-ce que tu veux dire? Et aussi, sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur une étude? Est-ce que tu t'appuies sur une campagne que tu as menée? Est-ce que tu t'appuies sur une analyse que tu as réalisée il y a quelques semaines? Enfin voilà, il faut quand même un contenu derrière pour aller chercher les médias et surtout pour aller chercher leur attention, capter leur attention parce que, un petit peu comme tout le monde, les médias et surtout les journalistes reçoivent des centaines de mails tous les jours. Donc, il faut quand même attirer leur attention. Donc, la base de tout dans une campagne de relations presse pour moi, et c'est ce que j'aime répéter à mes clients, c'est si vous n'avez rien à dire, on va pas pouvoir faire de miracle et on va pas pouvoir vous faire apparaître et vous faire avoir des interviews. Peut-être une ou deux, mais sur le long terme, ça va pas du tout tenir. Si au contraire, vous avez alors, je parle souvent de campagne parce que c'est un petit peu mon cœur de métier et c'est surtout ces acteurs-là que j'accompagne. Mais si vous avez des campagnes ou des études que vous réalisez, ça, c'est des sujets qui vont forcément intéresser les médias. Enfin,
forcément, c'est un bien grand mot, mais qui vont intéresser quelques médias parce qu'il y a du chiffre, il y a de l'analyse derrière et ça va les amener peut-être à penser des sujets sur une thématique auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Ouais, parce que quand tu me dis ça, justement, j'ai fait mon petite enquête, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste sur un petit papier. Finalement, j'ai noté tu vas me dire si tu es plutôt aligné avec ça, mais ce qu'on voit un petit peu sur Internet, c'est pourquoi faire les relations presse. On parle de saturation de la pub, bon, au sens large, ça, je pense que les gens ont conscience de ça. Mais on attend surtout des communiqués de presse où il y a des porte-paroles qui se démarquent du marché. Enfin, je pense aux personnalités. Je pense qu'il y a un peu de personal branding quand c'est des dirigeants ou des responsables d'entreprise. J'ai noté aussi que le papier d'expert de contenu avec vraiment des chiffres, des analyses, ça plaît beaucoup. C'est ce que j'ai cru comprendre. Avoir pour toi des bonnes relations avec ces journalistes-là, donc tu m'en parlais, comment tu fais pour que je suis une entreprise, je veux être vu dans les médias, dans les journaux et dans la presse, comment je fais pour les avoir et leur dire c'est ce document que tu dois publier demain dans ton quotidien. Cette information. C'est cette information. Et porter un message différent au sens large en fait. Est-ce que tu es plutôt aligné avec ça ou pas? C'est ce qu'on trouve sur Google. Ouais, totalement aligné et on peut facilement faire un parallèle avec les campagnes d'influence où c'est pareil, avec les marques et les influenceurs doivent avoir des relations quand même assez bonnes, c'est-à-dire échanger. C'est quand même des métiers très humains. On va passer peut-être plusieurs minutes au téléphone, on va échanger des mails, on va échanger des WhatsApp, on va échanger tout plein de messages pour créer une véritable relation. Et que ce soit dans l'influence ou dans les relations presse, il y a le cœur de la stratégie, c'est véritablement de nouer des liens avec ces personnes-là. Tu as aussi précisé qu'il fallait que ce soit des messages incarnés, c'est-à-dire que ce soit un dirigeant, un expert qui soit là et qui dise c'est moi qui porte la parole de l'entreprise. Soit c'est quelqu'un qui est déjà connu de tous, ou soit c'est quelqu'un qui a une personnalité. Je travaille par exemple avec Jérémy de chez Favicon. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui a une personnalité, qui a aussi une expertise. Et donc les médias, j'allais dire adorent parler avec lui, mais c'est peut-être un bien grand mot, mais apprécient parler avec lui parce que une personnalité assez forte. C'est pareil dans l'influence. Tu peux me couper, hein, mais non, les gens adorent les commentaires, c'est génial. Non, mais... Les créateurs de contenu, c'est pareil. Les marques, elles vont aller chercher une personnalité qui correspond à leurs valeurs, qui correspond à leur message, et donc elles vont tout de suite se reconnaître en cette personne-là. Et donc, dans les médias, c'est un peu moins. Le journaliste n'a pas forcément, ne capte pas forcément, n'a pas cette attention-là, mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un avec une forte personnalité qui capte l'attention et qui dit des choses intéressantes. Et tu as donné d'autres détails que j'ai déjà oubliés parce que j'ai une petite mémoire. Après, il y avait le côté des chiffres. Les chiffres, et prête à l'emploi. C'est pas forcément des chiffres, je dirais, c'est surtout de l'information. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez et que vous dites « Ah, mais moi, je suis expert des réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux, je pourrais vous parler d'Instagram », en fait, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu veux dire sur Instagram? Tu vois, c'est trop large et tout le monde en fait peut parler d'Instagram aujourd'hui. Tu as remarqué que je te coupe parce que je pense que dans les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être jamais fait de communiquer ou qui ont voulu le faire mais qui ont hésité parce que il faut quand même aujourd'hui, c'est ultra concurrentiel. Tu vois, il y a énormément de gens qui souhaitent être vus dans les médias. Le contact que tu vas avoir sur une information, ça va aider. Tu vois, si par exemple j'ai la même information avec deux entreprises différentes, enfin deux experts de la relation presse, est-ce que toi tu vas avoir un push un peu plus, tu vois, un peu différent? Est-ce que tu as une approche différente pour dire, faut absolument que tu parles de ce papier-là, comme je disais juste avant, est-ce que toi tu as des astuces ou sinon ou des on va dire des portes ouvertes quoi, tu vois? Ça c'est tout l'intérêt d'être accompagné par une agence. Que ce soit RP ou influence. Tu mets le bandeau au promo ou pas? Auto-promo. Mais parce que ou une agence ou quelqu'un en freelance ou un RP au sens général si tu préfères. Mais c'est toute cette personne-là, en fait, la marque ou l'entreprise va arriver en disant voilà, j'ai une information, je veux parler dans les médias avec cette information-là. C'est quelque chose de brut, c'est quelque chose parfois où on va y avoir beaucoup de jargon. Tu vois, notamment dans le marketing digital, on va utiliser plein de jargon qui est pas forcément très grand public et qui va intéresser quelques médias, mais des médias très niches. Alors que l'intérêt, c'est quand même d'aller intéresser tous les médias, que ce soit des médias B2B et des médias B2C. Donc, tout le travail de l'attaché de presse, ça va être de reprendre cette information, d'un petit peu de la retravailler pour en faire quelque chose de plus digeste pour tous les journalistes, des journalistes qui à la fois s'y connaissent et des journalistes qui ne s'y connaissent pas du tout, pour que ce communiqué de presse parle à tout le monde.
Et après, avec ce communiqué de presse, eh ben, c'est d'aller chercher des journalistes et le travail après avoir créé ce communiqué de presse, c'est en fait de lire la presse et de s'intéresser aux journalistes et au travail qu'ils font dans leurs médias parce que tous les journalistes Alors, Pat, c'est ça que tu veux dire? ont Ouais. l'intérêt en fait. Ils sont Ok. spécialisés D'accord. dans un domaine. Ils ont par exemple la semaine dernière parlé d'un sujet sur LinkedIn. Et ben toi tu le sais, tu l'as vu, tu vas peut-être pouvoir rebondir en lui envoyant un mail en lui disant bon j'ai lu votre article sur LinkedIn. Moi j'ai quelqu'un Ouais, donc t'as qui beaucoup de commercial pourrait, finalement. C'est quand même beaucoup. C'est un sens commercial en tout ouais, cas. Quoi. c'est Tu vois, pas commerçant, enfin tu vois, s'intéresser à l'autre pour et moi aller c'est lui. dans le sens, enfin lui donner en fait presque un produit dont il a besoin. Parce Ouais. qu'il l'aime, tu vois, il a tiré par une thématique ou récemment. Quand tu me dis ça, ça me fait penser un peu à l'approche commerciale LinkedIn où on te conseille, si tu veux demain approcher une personne sur LinkedIn, d'aller sur l'actualité qu'il partage et partager en fait. Ouais, tu t'intéresses à Tu vois, l'autre en fait. Voilà, exactement. c'est quelque chose d'humain et c'est quelque chose qui prend du temps, tu vois. Ouais. C'est aussi un écueil qu'on peut avoir dans les relations presse, c'est de dire moi je veux faire des relations presse, j'envoie juste des mails avec un CP puis ça ira. Non, tu peux envoyer des mails groupés avec un CP, ça marchera peut-être avec des journalistes ou voilà, des journalistes que tu connais pas forcément, mais tout l'intérêt des RP, c'est quand même d'aller chercher des journalistes qui s'intéressent au sujet de ta spécialité et qui pourraient par la suite reprendre des sujets juste en envoyant des mails. Mais l'idée, c'est quand même de créer vraiment des relations et d'aller surtout chercher le bon journaliste dans le bon média. Et ça, c'est pas toujours facile parce que en fait, les journalistes, comme tout le monde, ça change de média. Ah ouais, il faut que Voilà. tu suives quoi. Donc, faut suivre il faut s'intéresser à ce que publient les médias. Et aussi, dernière chose, je Non, m'éparpille. pas dernière. Il y a Mais plein de trucs. non, mais dernier point sur cette question-là, c'est aussi de s'intéresser à l'actualité en dehors de son cœur de cible. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup d'influence, de réseaux sociaux, Ouais. mais en fait, tous ces sujets-là peuvent aussi rebondir à une actualité bien plus large. Par exemple, pour reprendre l'actualité de la guerre en Ukraine, Ouais. à première vue, mes clients n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine et c'est pas des experts qui vont pouvoir parler géopolitique. Pourtant, Jérémy de chez Favicon Ah, j'ai a vu. travaillé à ce regard expert sur les réseaux sociaux et ça a intéressé, par exemple, il a été dans le JT d'M6, il a fait complément d'enquête, il a fait des gros médias assez grand public pour parler de ce sujet-là parce que lui, il a ce regard-là sur les réseaux sociaux et il a pu en tirer une analyse sur en fait comment est-ce que la Russie et l'Ukraine parlent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit? Comment est-ce qu'on peut analyser la communication des deux camps? Et donc ça, c'est quelque Il a chose. pris un axe sur un fait d'actualité qui le Ouais. concernait directement, où là, il pouvait apporter de la valeur Voilà, auprès des exactement. médias. Ce qui paraît en fait logique finalement, mais souvent on a la tendance, c'est un peu comme les stratégies de communication assez classiques, on veut faire copier-coller de ce que Ouais. fait tout le Tu monde. penses pas forcément. Et en fait, tu te dis non, mais quand vraiment tu prends du recul, quand tu penses différemment, tu te dis oui, en fait, il faut que je sorte du lot, quoi, parce que c'est un marché où tout le monde veut être visible. Donc, je prends un sujet qui n'a pas été traité, ou un angle qui n'a pas été traité, ou une personnalité qui est aimée dans les médias. Enfin voilà, il faut jouer sur ces Exactement. atouts. Mais dans l'influence, c'est aussi pareil. Pour sortir un peu du lot, il faut penser des campagnes Ouais. qui répondent peut-être pas forcément à une actualité, mais qui répondent à quelque chose dans la tête des personnes. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le vrai défi dans les entreprises d'influence et d'agences d'influence, c'est de réussir, mais je pense que dans la pub, c'est encore pire, hein, de réussir à sortir du lot, avoir quelque chose de différent. Alors là, ça marche pas dans les commentaires, je te le dis. Si, n'aie pas peur, il y a des gens qui nous regardent. Je n'ai rien dit. Parce que je vois depuis tout à l'heure, ça marche pas. Alors j'ai dit bon, j'ai abandonné, je regarde là-dessus. Donc oui, juste pour rebondir là-dessus, c'est un vrai défi de réussir à être différenciant, à être toujours plus créatif, des histoires toujours plus impactantes. Et puis le temps d'attention quand même est assez limité aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la presse. Mais justement, rebond chiffre. Et je vais vous poser la question. Ah, c'est le monsieur non, mais chiffre. monsieur Oh là là aujourd'hui. là là. J'adore les chiffres, ce qui n'est pas vrai forcément, mais du coup, j'aime bien creuser le sujet. Et j'ai découvert, alors je suis curieux dans les commentaires si vous avez peut-être une réponse à donner, mais à votre avis, le pourcentage de Français qui lisent minimum une fois un magazine de la presse chaque mois, à votre avis, c'est combien de pourcents? Et j'étais bluffé en fait. Parce que finalement, nous, c'est une évidence, le marché de l'influence, c'est un marché qui pèse 15 milliards d'euros en 2022, enfin qui est pronostiqué à 15 milliards d'euros. C'est un des marchés qui a le plus fort taux de croissance en termes de rapidité. Donc l'influence B2B notamment, il y a un boulevard. Ça, je cesse de le répéter. Mais aussi, je pense que les deux ne sont pas dissociables. C'est pas vraiment un duel, c'est plutôt un duo. La réponse. Mais c'est plutôt un duo parce que effectivement, je pense que les campagnes, la presse, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais la presse aime bien s'emparer de sujets qui fonctionnent sur les réseaux sociaux.
parce que si ça fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen aussi de le faire rayonner ailleurs que dans les réseaux. Et donc moi, dans ma vision, justement, c'est de faire en sorte de... Là, récemment, je me suis dit, enfin, avec les équipes, hein, je peux tout seul, on s'est dit, on va créer des contenus qui sont originaux, ce que j'évoquais juste avant, mais faire en sorte que ce soit assez mainstream pour être pris par la presse. Et ce que nous, on s'est dit, on va faire un push média. Au lieu d'aller dans l'autre sens et de se dire, on va chercher un sujet, non, on va faire une campagne avec des influenceurs sur un sujet bien précis et qui va intéresser en plus en dehors du réseau, qui va rayonner au début sur LinkedIn, puis après dans la presse spécialisée, puis après dans la presse mainstream. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Un Autre Monde. C'est qu'au final, on est parti sur un autre monde pour les gens qui nous regardent. Si jamais vous n'aviez pas vu le hashtag Un Autre Monde, allez voir sur LinkedIn, vous comprendrez. C'est un film de Stéphane Brisé où il y a Vincent Lindon, l'acteur principal du film. Et en gros, il est directeur d'une usine. Il est face à des injonctions paradoxales de son manager, enfin de sa direction. Il doit prendre des décisions. C'est très compliqué pour lui. Et donc, du coup, c'est sans doute une vie que beaucoup ont vécu sur LinkedIn, notamment des cadres dans le monde du travail. Et donc, du coup, on a créé une campagne de communication d'influence pour la sortie du film autour de ces cadres-là qui sont les acteurs du réel, en fait, de ce film qui a été tiré de faits réels, en quelque sorte. Et donc, quand ça a marché sur LinkedIn, ça a fait des millions de vues sur LinkedIn à travers des communications et des productions qu'on a créées avec les influenceurs et les acteurs, etc. On t'a invité justement à pusher toi dans les médias. Et j'ai dit oui. Et elle a dit oui. On a dit ce sujet-là. Alors nous, forcément, on a un biais parce qu'on est dans la communication, mais Ouais. on s'est dit ensemble, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on doit traiter dans les médias. C'est sûr que ça va marcher. C'est en dehors, hein, je précise, de la communication du film, où ils avaient prévu bien évidemment à la sortie du film une grande communication, les affichages et tout ce qu'on connaît. Mais là, de se dire, on va prendre un parti différent, aller sur un terrain de jeu différent. Donc, on a fait un terrain de jeu. On est allé sur un terrain de jeu LinkedIn avec un sujet bien précis, la problématique de la quête de sens, le sens au travail et les injonctions paradoxales du manager, enfin du directeur suite à la direction. Enfin, vous m'avez compris. Et on s'est dit, on va prendre cet axe-là pour en parler dans les médias spécialisés, notamment de la campagne, parce qu'elle était originale, mais en plus de ça, de pourquoi elle a été aussi bien relayée et pourquoi elle a été prise à cœur. Et c'est là où toi, tu t'es dit, enfin, je parle pour toi là, mais tu t'es dit, il y a un truc à faire, quoi. Il y avait un sujet dans les médias. Alors, plus que parler de sujets mainstream, quand on veut parler de quelque chose dans les médias, c'est en fait, les journalistes s'intéressent à tout ce qui fait discuter, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre amis, dans les discussions au bureau, dans les discussions familiales, etc. Tout ce qui entre dans notre quotidien et fait parler, ça peut intéresser potentiellement des journalistes. Et là, en l'occurrence, c'était quelque chose qui faisait parler le monde du travail, et notamment la catégorie des RH, puisque des relations humaines, puisque c'était un sujet qui leur parlait, et c'était un film qui les mettait quand même vachement en avant. Donc à partir de là, on s'est dit, effectivement, la campagne est déjà innovante parce que c'est la première fois que un acteur du cinéma un film, en fait, on prend la parole pour une campagne de marketing d'influence sur LinkedIn pour mettre en avant un film. Donc ça, c'était déjà assez innovant, et c'est ce qui a intéressé la presse également par rapport à ce sujet-là. Et le deuxième, c'est que la presse avait aussi possibilité d'avoir accès à des RH pour faire réagir les RH par rapport au film. C'est-à-dire qu'au-delà de la campagne, ça a intéressé les journalistes d'avoir des retours de personnes concernées qui avaient vu le film. Et ça, Les Années Folles, vu que l'équipe a travaillé avec CRH, a invité CRH lors d'une soirée, avait la possibilité de permettre aux médias de faire réagir des RH pour avoir des sujets. Et ne sous-estimez pas la presse, parce que je réponds parce qu'il y a des gens qui ont laissé les pourcentages. J'ai posé une question, puis j'ai pas été voir les commentaires. Le pourcentage, je te dis tout à l'heure, donc on va pas tricher. Que disent les gens qui nous regardent? Ils disent 15%. J'étais hyper bluffé, 15%. Ouais. Mais non, la presse est encore lue une fois par mois, j'insiste, parce que c'est une fois par mois. Hein, ça peut être 30 secondes comme, déjà bien, comme 30 heures. Je ne sais pas, mais c'est une fois par mois, c'est lu par 97% des Français. Alors, attention, je prends des chiffres. Je les ai pris sur Internet, sait-on jamais. Mais en gros, les chiffres sont assez impressionnants. Et même 85% des 15-24 ans lisent au moins la presse en ligne. Au moins un article de presse, enfin la presse en ligne en fait. Et on voit que le marché de la presse, et j'ai été creusé un peu, la presse numérique déjà est en augmentation. Et on le voit lors des communications presse. C'est relayé dans tous les articles de la presse numérique. Moi, par exemple, je suis abonné aux Échos. Je lis en exclusivité les articles avant. C'est un peu frustrant parce que même tu les lis avant même qu'ils arrivent dans ta boîte aux lettres. Donc des fois, ça se pose la question du papier. Je suis abonné aux deux, en fait. C'est-à-dire que je suis abonné aux Échos du papier. J'aime bien avoir mon journal. Mais si vraiment je suis mon curieux, je peux avoir l'information avant sur mon application mobile. Je trouve ça hyper frustrant, tu vois. Il faut que tu choisisses.
faire un choix. non, mais c'est Soit dans t'as l'un, l'offre, soit c'est t'as dans l'autre. l'offre, c'est dans l'offre. Donc Ah, du ok. coup, bon, mais t'es en amont quand tu voyages, c'est intéressant. Moi, je suis entre Nantes et Paris dans le train. Bon, ben, à 5h30 du mat, j'ai pas le journal pas arrivé, donc ça m'aide. Et donc 39, c'est une croissance en 2020, la presse numérique de 39%. J'ai vu. Ah ouais? Ouais. Le Covid a dû Ah. jouer. Hein. Ouais, forcément, le Covid a dû jouer, mais après, je ne dirai rien de plus parce que je n'ai rien à dire Et de le plus. grand gagnant, Mais le grand gagnant, c'est alors le grand perdant, c'est la presse régionale. Pour cette petite information. oh, c'est dommage. Ouais, le grand Purée. perdant, c'est à part, je crois que c'était Ouest France, mais en gros, Ouais. la presse régionale perd plus de 2%, 2,5%. Et le grand gagnant, c'est Libération sur 2021, quotidien national, qui a fait plus 5%. Voilà, Ok, en presse écrite. très bien. Donc voilà pour les petits chiffres. Je reprends un petit peu mon fil conducteur parce que j'ai tellement de trucs à Ah poser. là 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 là, ouais. On en est où? On en est où? Alors, on en est où Alors, dans les commentaires, j'espère que j'ai répondu à votre interrogation. Donc maintenant, moi, j'aimerais que tu m'expliques comment on en a un peu parlé, mais quels sont. Alors non, avant de poser cette question-là, toi, quelle grosse différence tu vois entre les influenceurs, la communication avec les influenceurs et la communication dans la presse, dans les médias? Est-ce que pour toi, on doit choisir un camp? Est-ce que les deux doivent être dans une stratégie commune? Est-ce qu'au niveau même au niveau des prestataires, enfin, qu'est-ce que tu vois, toi, comme vision de ces deux sujets-là? Parce que moi, je me rends compte, en tout cas, avec les années folles, on a de plus en plus de prospects ou de clients qui font appel à des agences, des grosses agences de relations presse. Et souvent, elles sont confrontées à un choix. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'on fait de la relation presse, qu'on travaille avec des influenceurs? Bon, j'ai donné ma vision juste avant, mais toi, c'est quoi ta vision? Est-ce que il y a une temporalité différente? C'est pour deux types d'entreprises différentes? Enfin, voilà, c'est quoi ton Ah bah, avis? c'est clairement pour 2 objectifs différents, mais ça peut se compléter comme tu l'as dit. D'un côté, quand on fait de l'influence, c'est pour avoir des communications, hyper incarnées qui vont ressembler aux personnes, à qui on va s'adresser. Donc on va prendre un influenceur dans lequel on peut se retrouver facilement et dont on va lire ses messages, mais on va les prendre au 1er degré. Je ne sais pas si je suis claire, hein. Dites dans les commentaires si je suis pas claire. Alors qu'à l'inverse, quand on va lire un journal, c'est pour prendre un peu plus de hauteur. On va attendre de l'analyse. On va pas attendre «Ah bah, j'adore, cette entreprise parce qu'elle m'a fait vivre telle ou telle expérience». Dans les médias, on va plutôt dire: «Ah bah, voilà, cette nouvelle entreprise, offre tel nouveau service. Il y a ça qui est bien, mais attention, il y a ça qui est pas bien. Il y a tel concurrent, il y a tel chiffre à mettre en exergue» et cetera et cetera. On va prendre un peu plus de hauteur, un peu plus d'analyse et surtout, le lectorat des médias n'est pas forcément le même que celui que va capter l'influenceur. Généralement, sur les réseaux sociaux, l'âge va être un peu plus inférieur, il va être un poil plus jeune, alors que dans les médias, Attention, c'est hein, quand ce même. que tu dis. Hein. Dans l'influence B2B, Ah, bah, vous êtes jeune. Voilà. Mais ça va pas forcément. C'est vrai que dans l'influence B2B, on peut se dire quand même que il y a une bonne partie des personnes qui sont sur LinkedIn, par exemple, qui vont lire les médias. Mais moi. on n'en sait rien. Tu Oui, vois, oui, on oui, n'en sait rien. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on veut une communication vraiment à 360 degrés qui touche à peu près énormément de monde, bah, à la fois faire de l'influence et à la fois faire des RP, ça peut être bénéfique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, en partie. Quand tu dis, je rebondis juste, quand tu dis des influenceurs plus jeunes, tu penses à quoi? Tu penses au B2C? Quand tu parles en fait, tu parles des audiences. Ouais, généralement, quand une marque va aller sur les réseaux sociaux, c'est toujours dans l'idée on va toucher un public jeune. Alors, je parle évidemment d'Instagram et de TikTok, surtout de TikTok. Quand Ah, une bah, c'est marque clair. va vouloir faire des campagnes sur TikTok, c'est surtout pour aller toucher des personnes assez jeunes. Mhm. Alors que si elle prend la même communication Je me sur... change de champ. attention. Là, le duel commence. Si elle fait une communication un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire avec des RP, elle sait que peut-être les personnes qu'elle va aller toucher vont être un peu plus âgées que les utilisateurs moyens sur TikTok. Donc c'est pour ça que à chaque fois, ça peut être complémentaire. C'est-à-dire que d'un côté, on peut toucher des personnes très jeunes, et d'un autre côté, on peut toucher des personnes qui sont peut-être qui ont déjà un pied dans le monde du travail, qui sont déjà cadres, etc., etc. Sauf dans le B2B. Sauf dans le Parce B2B. que dans le B2B, là, Et on ça, a c'est à dit toi de nous le dire. Oui, bah, t'inquiète pas, je vais le dire. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à l'idée, Marc, au passage, Julien, Christophe, Thomas, je vous passe Sébastien. Voilà, je vous passe Il tous passe ses dédits en direct. Non, je vois vos commentaires et je vous vois arriver dans le fil. Donc, on ne vous oublie pas, les questions vont arriver à la fin. Et d'ailleurs, petit aparté, mais j'ai des petites questions surprises pour Myriam, parce qu'elle ne sait pas tout. Et ça sera peut-être des questions que vous posez aussi là.
et vous voulez savoir sur Myriam. Donc, pour répondre à ta question sur l'influence B2B, bah justement, c'est là où c'est peut-être la raison pour laquelle on est autant concurrencé avec ces entreprises RP, parce qu'elles dissocient les deux, alors que nous, on touche quasiment les mêmes cibles peut-être Ouais. de cadres et de dirigeants, notamment pour certains médias, les journaux sont quand même, je pense, plus lus. J'ai pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir l'âge moyen de la presse spécialisée ou de la presse B2C, mais papier. La presse spécialisée, clairement, on touche les mêmes cibles, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la grosse différence, on va y venir, c'est surtout au niveau des KPIs et de la data, où si je dis ça, c'est que j'en suis persuadé, parce que avec tous les influenceurs de notre label, on est capable de donner, chose que, en tout cas, à ma connaissance, personne n'est capable de donner, c'est le métier de l'audience, l'entreprise, et vraiment avec détail sur chaque contenu, sur chaque campagne, et on peut prédire. Et ça, on y reviendra. Mais je suis d'accord en B2C, je suis moins d'accord en B2B, enfin moins d'accord. Mais tu l'as expliqué. Donc, Voilà. je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Mais je pense que, tu vois, typiquement, quand on a fait un autre monde, pour moi, c'était beaucoup de sens quand ils ont commencé à le diffuser dans Stratégie. Ils l'ont diffusé sur Stratégie, ils l'ont diffusé dans les Échos, ils ont Le Figaro. Le Figaro. Oui, là, on touche les mêmes cibles. On touche les mêmes cibles que les 2 millions de personnes qu'on a touchées sur LinkedIn, je pense. Pas exactement, mais le persona se ressemble. Je serais curieux de voir dans les commentaires si vous lisez quel magazine ou quel journaux vous lisez régulièrement. Comme ça, on aura un parallèle entre ce que vous consommez sur LinkedIn et ce que vous consommez dans la presse plus traditionnelle. Alors, est-ce que déjà on est bien en timing? Il est 30, on a une demi-heure encore. Génial. Et on va garder le dernier petit quart d'heure pour un peu plus Pour les petites questions d'entertainment. mystères. Ça, je ferai un best-of. Ok. Alors, hop. Donc moi, j'ai des questions sur... tu as répondu à beaucoup d'informations et maintenant, j'ai la question qui pique. Combien ça coûte? Ça coûte C'est très, quoi? très Non, cher, mais si vous saviez. non, mais parce que moi, je vais être honnête, hein, là, je parle en tant que dirigeant d'entreprise, enfin cofondateur. On a tous les prix, j'ai l'impression. Tu veux lancer une campagne, ah, il faut que je parle près du micro, la régie, merci. Il y a tous les prix. Alors, je vois des outils, je vois des prix différents, je vois des entreprises différentes. Alors, toi, vous êtes peut-être une plus petite équipe, donc forcément, c'est un peu moins cher ou une relation différente. Ou peut-être parce que vous faites plus en one-one avec les journalistes et d'autres font du mass market et font des outils en SaaS. Et tu pose-moi la même question en influence, je te répondrai. Ouais, et c'est quoi les prix? Alors, Franchement, effectivement, les prix peuvent varier. Généralement, c'est quand même au-dessus de 1 000 € pour une campagne. On va Ok. rarement en dessous. C'est très, très rare qu'on aille en dessous. C'est vraiment des Qu'elles prennent ou prix qu'elles prennent pas, en règle générale. Ah, je veux la précision. c'est-à-dire C'est-à-dire que qu'elles si prennent je fais une campagne et que je paye 1 000 € un prestataire et que ça ne prend pas dans les médias, s'il n'y a aucun relais presse. Alors moi, je pars du principe que quand on paye une agence de RP ou un freelance en RP, on le paye pour tout le travail qu'il fait. Le travail qu'il fait, c'est pas simplement avoir des retombées dans les médias. C'est aussi son travail d'accompagnement et de conseil. C'est-à-dire, il va, comme je te dis tout à l'heure, il va prendre l'information, il va la travailler, il va en faire un CP et ensuite il va aller toucher les journalistes. Donc, il y a tout ce travail qu'on voit pas forcément parce que le client, généralement, quand il va voir quelqu'un qui fait des relations presse, il veut des retombées dans les médias. Donc, il va te parler en nombre de retombées, combien est-ce que tu peux m'apporter par mois, combien est-ce que moi, je veux toucher tel média, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est forcément intéressant de lui dire qu'il n'y a pas que ça dans les RP et qu'avant, il faut quand même travailler l'information et après, on ira voir la suite. Mais pour parler personnellement, c'est vrai que parfois, j'ai des clients qui me demandent nous, on te paye à la retombée. Ouais, au succès, quoi. Mais ça, Au c'est succès. traditionnel. Donc là, je leur dis Dans non, tous les métiers, non, on a des clients comme ça, voilà. j'ai l'impression. Donc je leur dis non, moi, c'est pas comme ça que je travaille, donc je vais pas travailler avec vous. Moi, je travaille sur une campagne, ça dure 1 mois et demi. C'est tel budget où je vous fais le CP, je travaille l'information et j'envoie aux journalistes et à ma liste de journalistes. Et c'est tel prix. Je peux vous le donner, c'est 1 400 € pour la campagne RP. Ok. Bien la transparence. C'est bien la transparence, voilà. Donc ça, c'est pour une campagne RP où on fait tout de A à Z et où le client a simplement, on lui envoie des WhatsApp ou des mails en lui disant est-ce que tu es dispo à tel moment parce qu'il y a le journaliste de tel média qui veut t'interviewer, est-ce que tu es dispo à tel moment, et voilà. Et à la fin de la campagne, on lui fait tout un récap avec toutes les retombées presse, le nombre de vues par mois dans ces médias-là, avec le lien des articles, comme ça, il a tout dans un PDF et il peut ressortir, il peut le montrer et il peut dire regardez, dans les où est-ce que j'ai été interviewée.
Et à côté de ça, vous avez des agences qui sont beaucoup plus grosses que nous. Parce que nous, comme tu as dit, on est à taille humaine, on fait tout à la main, c'est-à-dire que les mails, on les envoie un à un aux journalistes. On appelle aussi des journalistes parce qu'on a aussi leur numéro, parce qu'on a su créer des liens avec ces journalistes-là. Et vu qu'on les connaît bien, eh ben, ces journalistes, généralement, nous envoient après la parution de l'article ou nous préviennent de la parution de l'article. Bah, l'article sera en ligne ou l'article apparaîtra dans tel ou tel média papier à tel moment. Donc, une fois qu'on a cette information-là, on peut aller vérifier dans la presse. Oui. Dans la presse. Pas de mentir là. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des plus grosses entreprises qui, elles, s'entourent d'outils qui vont les aider à envoyer des mails à des bases de données de journalistes qui sont bien plus grosses que nous, mais qui va, comme tu l'as dit, faire de l'envoi de masse, en fait. Très peu personnalisé. C'est encore bien enfin, tu vois, dans le monde du spam et depuis le Covid en plus, c'est encore pire. Est-ce que c'est encore bien perçu par les journalistes? Toi, en tant que journaliste, d'ailleurs, quand tu reçois si tu reçois plein de mails, tu dois être spammé, non? En vrai, des fois, je regarde pas si le mail est envoyé qu'à moi ou si il y a un mail un peu générique en guise de correspondance. Ça me dérange pas forcément. Ce qui me dérange plus, c'est le corps du mail où en fait, il va être moins personnalisé. C'est-à-dire que vu que c'est un envoi de masse, on va t'envoyer le même mail qu'à tous les journalistes, sauf que tous les journalistes dans tous les médias ne travaillent pas de la même manière et ont peut-être des informations qu'ils vont préférer à d'autres, alors que dans le CP, on va retrouver toujours les mêmes. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère faire des mails plus personnalisés où on leur dit, on a vu, alors c'est bateau, mais des fois, tu vois, on leur dit simplement, on a vu que vous avez fait tel article il y a une semaine. Nous, on a cette communication à vous mettre en avant. Est-ce que ça vous intéresse pour avoir un autre point de vue? Voilà. Mais ça, dans les envois de masse, c'est un peu compliqué à faire. Ouais. Mais ça peut se comprendre parce qu'envoyer des mails un à un des journalistes, ça prend du temps. Hein. Donc, les envois de masse, ça permet de toucher énormément de médias en peu de temps. Donc ça peut être aussi un point positif, mais c'est des outils qui sont payants. Donc ça va forcément être compris dans le prix que vous allez payer. Vous n'allez certainement pas payer 1 400 €. Et à côté de ça, ils s'entourent aussi d'outils qui vont leur permettre de trouver plus facilement les retombées. Vu qu'ils font des envois de masse, vu que leurs campagnes, elles sont forcément bien plus grosses que celles que nous, on va mettre en place, il va être hyper compliqué pour ces agences-là de suivre un petit peu toutes les retombées. Donc, via des outils qu'elles ont en interne, elles vont pouvoir, je ne sais pas comment elles font, mais peut-être via un mot-clé ou des hashtags, etc., elles vont avoir tous les jours les articles de presse qui vont leur être soumis dans un dossier, et à la fin, elles auront juste à faire des copier-coller pour faire le dossier global. On va en parler. Le dossier global de ces communications-là à leurs clients. Mais ça, c'est pareil, ça se répercute dans le prix, et c'est pour ça que vous avez des prix qui peuvent grossir. Et à côté de ça, tout dépend aussi de la communication que vous faites. Nous, on est dans un sujet très niche. Si vous, par exemple, vous faites la communication du Festival de Cannes, forcément, ça va pas être le même prix, quoi. Ouais. Le comparatif est très large, mais c'est fait exprès, quoi. C'est plus votre sujet est gros, plus il y aura à faire, plus la campagne coûtera cher. D'accord. Ok. Plus d'investissement tu y mets, Voilà, de temps forcément. et d'outils. Et ok, d'accord. C'est plutôt logique. J'ai été transparente, donc à toi maintenant. À moi, transparent. Qu'est-ce que tu penses? Mais non, mais après, moi, surtout là, moi, où je voulais rebondir quand tu me parlais d'outils, je me pose souvent. Enfin, moi, je ne suis pas un grand fan des outils, que ce soit dans la partie ERP ou dans la partie influence. Enfin, outils. Si les outils nous aident, mais un business model autour de l'outil. Quand je dis ça, c'est qu'il y a des entreprises qui existent. Alors, je ne sais pas si c'est non, parce que j'en ai pas en plus, mais je pense comprendre qu'il y a des entreprises de relations presse où tu as juste un outil, tu balances un CP. Et puis eux s'occupent d'envoyer en masse, il n'y a plus de relations humaines. Et ça, j'y crois pas trop. Mais alors, je ne sais pas si ça marche vraiment en relation presse ou pas, mais je ne suis pas un grand. Enfin, en tout cas, il faudrait me suivre dans le public. Si vous avez l'inverse, enfin voilà, si vous avez un bon exemple, je prends. Et vous pouvez venir ici, on en discutera. Mais il y a ce genre de site qui existe, ouais. Ouais, et mais vrai du que coup, et je rebondis sur la partie influence B2B ou marketplace. En B2B, j'y crois pas du tout. Pour moi, nous, on s'accompagne d'outils. Mais on n'est pas une boîte SaaS d'influence. Et en fait, pourquoi j'y crois pas du tout, c'est qu'en B2B, avec la cible qu'on touche et avec les influenceurs experts qui sont des experts dans plein de métiers différents, je pense souvent enfin, c'est un peu vulgarisé, mais je ne vois pas, par exemple, des gros influenceurs YouTube sur une marketplace. Eh bien, c'est un peu la même chose sur LinkedIn. Les personnes avec qui on travaille, déjà, je ne les vois pas trop sur une marketplace. Et en plus de ça, les collaborations, elles vont plus ressembler à des posts sponsorisés qu'à des histoires. Et en B2B, garantir avec les clients avec qui on travaille, si on fait juste un placement de produit vulgaire, pas au sens plutôt sur la forme que sur le fond, mais on parle d'un sujet et puis cliquez en bas de la page.
la page. Cliquez en bas du post. Cliquez sur le lien. Cliquez sur le lien. Pour moi, ça, mais ça, je vais y revenir. Mais franchement, c'est pas du tout l'influence que je vois de demain, tu vois. Et c'est ma prochaine question. Mais moi, les outils, déjà, soit on paye, on n'est pas sur la même cible, et soit on paye très peu cher juste un outil, soit c'est un outil qui nous accompagne en tant que boîte de service. Mais les outils, et après, pour la partie budget, effectivement, ça va dépendre, nous, par exemple, des influenceurs, et surtout, déjà, des influenceurs, et puis la direction artistique, en gros. Quand je dis la direction artistique, c'est est-ce qu'on produit des vidéos? Est-ce que derrière on fait de l'événement? Est-ce qu'on fait venir l'influenceur à tel endroit? Est-ce qu'il y a du média training avant? Est-ce qu'on va accompagner la marque sur sa communication LinkedIn en amont pour que ce soit aligné par rapport à la campagne qu'on va mener? Est-ce qu'on va mettre beaucoup de création? Donc bien sûr, il y a le coût de l'influence, puis il y a le coût de tous les coûts annexes en fait. Donc en gros, tu peux avoir des campagnes à un peu moins de 5 000 € par exemple, avec quelques contenus assez simples, très basiques, mais après tu peux avoir des campagnes à 50 000, à plus, quoi, parce que tu vas faire un gros événement avec plein d'influenceurs, 100 000 €. Enfin, tu peux imaginer plein de choses. Maintenant, aujourd'hui, tu vois demain dans le B2B, tu pourrais avoir, je sais pas moi, un énorme événement. Tu fais venir plein d'influenceurs et nous on loue les locaux, on sponsorise le lieu. Enfin, imagine plein de choses autour de thématiques professionnelles, bien sûr. C'est un. Moi, j'aimerais maintenant qu'on aille un peu il est 20 minutes. Avant de commencer la partie entertainment et croustillante, est-ce que tu peux nous donner un petit cas client dont tu es fier, tu vois, un truc vraiment que tu as fait avec ton équipe, une campagne de relations presse qui a une anecdote, quoi. Ah, j'en ai plusieurs. Concours d'anecdotes. Parce que pour le moment, toutes nos campagnes, je touche du bois, ont très bien fonctionné. C'est du faux. Donc, salaud. Ont très bien fonctionné, mais il y en a une qui a notamment qui fonctionne très bien sur le long terme et ce qui est aussi j'aime bien mettre en avant parce que ça montre que dans les relations presse, même si on est un acteur assez niche, il est possible de faire des choses assez grand public. Et encore une fois, vous allez avoir l'impression que je ne travaille qu'avec Favicon, mais c'est le client historique RP. Et je remercie Jérémy pour ça, mais toute son équipe derrière fait un travail de dingue sur un observatoire des politiques sur les réseaux sociaux. Ouais, je vois ça. Ouais. Qu'ils ont commencé en septembre où chaque mois, ils analysent un petit peu les performances de chaque candidat à l'élection présidentielle. Ils en font un observatoire, ils en font une analyse. Et tout le travail des RP, c'était de le mettre en avant dans les médias. Et sur ces, alors je n'ai pas calculé sur le nombre de mois qui sont écoulés depuis la mise en place de cet observatoire, mais Jérémy a pu aller dans énormément de médias, à la fois très niche et très grand public. Et ça lui a permis de parler à la fois de cet observatoire et de mettre en avant Favicon et l'expertise de l'équipe, à savoir toute cette analyse sur les réseaux sociaux et la plateforme qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est une première campagne qui a été mise en place depuis le mois de septembre et qui fonctionne très bien, notamment grâce à l'élection présidentielle, mais c'était aussi un sujet qui a permis à Jérémy de vraiment être considéré comme un expert social media, ce qu'il était dans le monde des réseaux sociaux, mais un peu moins pour les médias grand public. Donc là, ça lui a permis de mettre un pied dans cet univers-là. Et évidemment, la campagne avec les années folles, je m'attendais, a très bien fonctionné parce que surtout, il y a eu beaucoup de retombées, à la fois dans des médias papier, ce qui est très bien, et à la fois dans des médias web, et à la fois la télé. Franchement, Clifford a été partout. Et ça, c'était aussi... Ah, mais j'ai un truc à te dire par rapport à ça. Ah. Ça me vient. Vas-y, je te laisse finir. Donc ça a été hyper intéressant parce que, encore une fois, c'était sur un sujet qui était très niche. Peut partir d'un sujet très niche et à la fois intéresser des journalistes et rendre la chose beaucoup plus grand public. Et donc ça, c'était hyper intéressant à travailler parce que en fait, on n'envoie pas des mails aux journalistes qui travaillent dans des médias spécialisés qu'à des journalistes qui travaillent dans des grands médias comme Le Figaro ou Les Échos. Donc ça, c'était hyper intéressant à travailler. Tu m'as pas donné d'anecdote croustillante encore, donc je suis un peu déçu, mais ça va venir parce que j'ai ma petite. Oui, mais attends, mais je peux t'en donner une. Attends. Ah oui, t'en as une, pardon. Et je rebondis juste sur une chose avant que je l'oublie. C'est une vraie question, mais tu peux répondre en 2 phrases. C'est quand vous faites des communiqués de presse, parce que tu as dit, on m'a vu partout. Enfin, la boîte année folle, mais j'étais tagué effectivement. Et quand je parlais de ça, je pensais à le lien de tracking et ces choses-là, parce qu'en référencement Google, quand même, la relation presse, comme l'influence, ça permet quand même de bien monter dans le référencement et de se rendre très visible. Est-ce que tu as juste un petit tip sur ça?
sur est-ce qu'il faut bien préciser, parce que moi je sais que j'ai pas forcément l'automatisme, mais du coup il y a certains journalistes où je leur ai dit mettez bien l'entreprise, le lien de l'entreprise, et ils font pas systématiquement. Et si vous en référencement, du coup des fois c'est un peu embêtant. Pour être Là, poli. c'est mon cœur de journaliste qui va te répondre. Ah non, Un journaliste est pas là pour faire de la pub. Oui, Donc, mais en fait, je sais. quand tu lui dis surtout n'oubliez pas de mentionner l'entreprise et de mettre un lien, là tout de suite je peux te dire que le journaliste il se crispe et il a Ah envie de ouais te dire mais mec en fait c'est pas mon rôle. Hein. Mon rôle c'est de traiter l'info. Donc c'est Il dit juste comme ça non non donc tu dis pas comme ça, tu dis bah voilà s'il y a possibilité de mettre un lien vers la campagne ou vers mon site, bah n'hésitez pas, le voici, mais pas en comment on appelle ça, hein, pas par une C'est jamais injonction, fait quoi. naturellement. Quand tu parles d'une entreprise, C'est fait dans des médias B2B parce Ok. qu'ils ont Ouais, ils le l'ont fait, réflexe, Stratégie l'a fait etc. par exemple. Mais dans des grands médias comme Le Figaro, par exemple, ils ne mettent jamais de lien externe à leur site pour une question de référencement. Ok. Donc ça les intéresse pas du tout de mettre un lien vers les années folles. Et tu as Ok. beau leur dire, bah, les journalistes te répondront c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok. Donc si vous faites ça c'est aussi, tu fais bien de le dire, si vous faites des relations médias, des campagnes de relations presse pour avoir ces liens traqués, déjà oubliez les liens traqués, si vous payez pas, vous n'aurez pas de lien traqué, mais si l'objectif Ah, c'est c'est d'avoir des liens absolument dans tous les articles, et ben sachez que vous n'en aurez pas dans tous les articles parce que les relations presse, c'est pas l'objectif premier. Bah, c'est pour ça que vous devez faire de l'influence B2B après. Mais on peut mettre des liens dans les commentaires. Ok, bonjour Benoît, j'ai bien vu. Et d'ailleurs, Benoît était influenceur du label qui était de passage. Et il y a une personne qui dit je ne crois pas trop aux 97% de la presse papier tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faudra Source, vérifier. Clifford, Je vais source. sourcer. Je ne suis pas journaliste encore. Pas encore. encore. Mais je vais sourcer un peu plus. Mais c'est quand même visible. Hein, c'est vraiment ce qu'on trouve dans les. J'étais sur des chiffres récents. Donc, vu qu'on n'a pas encore d'anecdote super croustillante, je me suis dit. Non, mais avant, je veux que tu pioches. Parce que ces questions-là, tu les connais pas. Et dedans, il y a sans doute des informations qu'on veut avoir sur toi. Alors, attention, je pioche. Vas-y. Alors, c'est moi qui ai écrit, donc peut-être que mon écriture ne serait pas parfaite. Ah, c'est pas vrai que je C'est suis laquelle là-dessus. Le Publirédac, Ah, bah on super. en parle. Voilà, bah Est-ce super, on une parlait de lien, justement. escroquerie? Est-ce une escroquerie, le public rédactionnel Alors, le Myriam public rédactionnel, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est quand une entreprise paye un article dans un média où c'est. Alors, dans certains journaux, c'est un journaliste qui écrit pour l'entreprise, ce qui donne des articles assez intéressants. Et dans d'autres cas, c'est l'entreprise qui écrit l'article, ce qui donne un article très pub. Et moi, je ne fais pas de public rédac pour mes clients parce que c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Parce que déjà, quand j'ouvre un magazine et que je vois public rédac, je ne lis pas. Voilà. Parce que je me dis, ça va être trop pub et j'ai pas envie de lire. Ah, ben là, on a du lien, on a du. Ah, pas de problème. Hein. Bah là, tu payes, donc oui, forcément, tu as tout. Après, Bien c'est sûr. vrai que dans l'économie des médias, c'est quand même quelque chose qui fait vivre les médias. Donc voilà, j'ai mon cœur qui saigne quand je dis ça, mais le public rédac, pour moi, c'est pas intéressant. Peut-être m'attirer les foudres quand je dis ça, mais rien ne vaut un article imaginé par un journaliste qui fournit son analyse, qui va faire plusieurs interviews, parfois des concurrents, mais c'est pas grave, mais où on va apprendre quelque chose, alors que dans le public rédac, bah, comme son nom l'indique et comme son objectif l'indique, c'est quand même quelque chose qui permet de faire de la pub à une société où qu'on n'arrive pas en fait à avoir des bons qu'on n'a pas gros. En fait, moi honnêtement, je vais donner mon avis. Vas-y. Je vais donner mon avis. Je suis pas, tu vois, un journaliste parce que je suis pas du tout impartial. Je pense que c'est peut-être la seule raison de faire encore un public rédac. C'était une grosse boîte. Tu as beaucoup d'argent à dépenser dans la com et tu n'as plus d'actu. Vraiment, ça ne prend plus parce que tu étais vu et revu dans les médias. Et j'en ai des clients comme ça qui ont fait des campagnes d'influence, qui ont fait des campagnes de presse, qui ont vraiment beaucoup travaillé leur com. Et puis à un moment donné, ça prend un peu moins parce qu'il y a des temporalités. Ils sont pour en discuter. Mais donc c'est encore un petit moyen de faire du référencement et d'être dans quelques magazines connus. Mais ça coûte une fortune déjà pour le prix, enfin pour l'efficacité. Ouais. On parle de budget quand même entre 3 et 10 000 euros, faire large, pour avoir un contenu que honnêtement pas grand monde va lire, à part vos équipes et vos futurs clients. C'est une preuve sociale en fait, c'est un moyen de montrer je suis encore dans la presse, vu à la télé quoi. Après honnêtement, c'est le seul argument que j'ai. Moi aujourd'hui je dis si vous faites du public rédac, faites des campagnes d'influence ou faites des relations presse et trouvez un angle, trouvez un actu et vraiment soyez authentique. Mais le public rédac, en fait c'est les méthodes que je trouve escrocs en fait, pour être honnête. L'escroquerie elle n'est pas tant dans le public rédac que je peux comprendre le business model. Là où moi ça me tend, c'est la manière dont on te le vend, où on touche les égos
souvent pour aller dire bah, on veut vous voir parce que les pubs rédac, il faut savoir que c'est dans la presse, mais aussi dans les médias, dans la télé. Quoi, hein. Clairement, on peut être dans les chaînes spécialisées et on se faire croire, se faire inviter. Donc ça touche l'ego du dirigeant, souvent des TPE ou PME. On se dit génial, j'y vais. Puis à la dernière minute, on vous dit en fait c'était payant. Ah bon? Et c'est comme ça pour tout le monde. En fait, on vous fait croire que c'est comme ça, que vous devez payer pour aller à la télé. Et vous allez, en fait, c'est à la chaîne et c'est l'industrialisation de la pub, en fait, via une fausse émission, quoi, en quelque sorte. Ces interviews télé aussi, parce que là, c'est vrai que j'ai parlé de mais après, écrit, mais généralement, ces émissions télé, tu remarques direct que mais oui, mais il faut avoir un peu de recul, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Le journaliste, il n'est pas forcément très à l'aise non plus, il est un peu saoulé parce qu'il sait que voilà, il a tout le temps. C'est pas ses questions, c'est pas lui qui a fait le travail, c'est l'entreprise qui lui a dit non, mais il faut vraiment que vous me posiez cette question-là parce que c'est vraiment ce sur quoi on va travailler. Donc, que ce soit dans l'influence ou dans les RP, si vous voulez avoir une communication qui a un minimum d'impact, faut prendre du temps, il faut avoir un budget et il faut travailler. Il n'y a pas de mystère, c'est comme ça partout. C'est pour ça que les agences sont là pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, nous, aujourd'hui, toi comme nous, nous, si demain, on devait faire de l'influence B2B juste pour vous mettre en relation avec des influenceurs, franchement, tu vois, tu les appelles en direct, tu fais un post sponsorisé et puis voilà. L'intérêt, c'est de construire en fait. Donc, toi, tu construis pour trouver une solution pour que l'actualité touche les médias. Nous, notre histoire, c'est de faire en sorte que on aille plus loin que juste dire c'est bien, c'est cool. C'est vraiment investir le terrain avec les influenceurs, rencontrer les membres de la direction ou les utilisateurs, ou si c'est de l'advocacy, les employés. Et après, vraiment faire quelque chose qui intéresse entertainment toujours un peu. Parce que les gens ont besoin de consommer des choses tout de même qui apportent de la valeur, mais en même temps avec un côté un peu fun, parce qu'on est tellement targeté. Mais trouver, voilà, ce que je veux dire, c'est juste qu'une agence comme la tienne, comme la nôtre, c'est un moyen de faire autre chose que juste faire du placement de produit, quoi. On n'est pas là juste pour faire du placement de produit. Et franchement, les pauvres internautes, quoi. S'ils devaient juste consommer des pubs, je pense qu'ils seraient vite en dépression. Donc déjà, c'est compliqué. C'est pour ça, je pense. Ignorez tout, quoi, hein, sur YouTube. Non, mais les placements de produits, c'est pour ça que ça évolue de plus en plus et que ça existe encore, mais qu'aujourd'hui, les campagnes un peu plus travaillé, on voit plus de co-création, on voit plus de choses qui sont beaucoup. Et tant mieux que les consommateurs soient plus, ça je parle à vous notamment, merci d'être de plus en plus exigeants, parce que ça nous permet d'être de plus en plus exigeants aussi avec nos communications. Si c'était trop facile, je pense que ce serait moins fun. Et on s'ennuierait. Et donc le fait que vous soyez exigeants et que vous n'ayez plus le temps, fait que nous, on doit trouver toujours l'énergie pour essayer de trouver l'angle avec les journalistes, avec l'influence, avec les influenceurs. Toujours à travailler les ménages. On est sur des campagnes en ce moment où on se creuse les ménages parce qu'on veut toujours faire mieux, toujours faire plus sympa, plus original et toujours avec l'ADN du client. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette petite question et du coup, je vais t'en tirer une petite deuxième. Encore il nous reste 9 minutes. Et, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment entertainment, c'est le moment placement de produit. C'est le moment où vous pouvez poser vos questions. Allez-y, sérieusement. On se fera un malin plaisir à y répondre. Questions sur l'influence, questions sur les relations presse, comment vous rendre visible. Là, il y a une question qui est intéressante de Myriam. Je vais essayer autant que je peux le faire parce qu'il faut que je rafraîchisse souvent la page. Donc, vous voyez, sur l'ordinateur, demain, il faudra qu'on trouve une solution un peu plus fluide. Mais je regarde vos questions et donc on y répondra si vous avez des questions en relation avec notre échange. Voilà. Alors, c'est quoi cette question? Prochaine question de Clifford. Question shame. Presse, actu, chaîne, qu'est-ce que tu lis en cachette? Ouais, le truc inavouable. Tu sais, on est tous là à dire on lit. Moi, j'ai parlé des Échos, mais on va tous sortir forcément de la presse plutôt glamour pour soi, on va dire, ou qui est respectable. Mais finalement, est-ce que tu lis des people? Est-ce qu'il y a un magazine que tu n'oses pas dire et que tu regardes ou un influenceur, tu as honte de le dire, mais tu es un peu une groupie de cet influenceur-là. En vrai, j'ai pas du tout honte de dire que je lis plein de sites. Ça va de Melty à Télé Loisirs en passant par Le Figaro. Télé Loisirs? Ouais, Télé Loisirs. En termes de divertissement et de télé et de loisirs, comme son nom l'indique, il y a énormément de choses à aller chercher là-dessus. Donc ça, j'ai pas du tout honte de le dire. Et après, moi, mon petit péché mignon, c'est plutôt ça, je le dis, je l'ai pas encore dit. Donc, mais je peux passer 1 heure le soir à regarder TikTok et à regarder vraiment tu vois, des contes de couple qui dansent, qui chantent. Ou il y en a un qui s'appelle Jason Caravan et j'adore. Et c'est un mec qui fait des petits sketchs très beaufs. Mais moi, ça me fait rire. Et donc, je peux passer des soirées à regarder sa chaîne. Ça, c'est un peu inavouable de Myriam. Ouais, voilà. Alors, ça va, c'est pas. TikTok, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine. Beaucoup de gens disent. Alors, moi, j'ai pas l'application parce que je sais que si j'avais l'application, je tomberais dedans.
Ouais. Tu tombes facilement dedans. Ouais, et ils sont très très forts pour ça. Donc moi j'ai évité d'avoir l'application, c'est le seul remède que j'ai pour m'autodiscipliner, on va dire. Mais ouais, ok, d'accord, super. Ben écoute, Voilà, c'était pas très honteux, mais c'est vrai que comme ça, pris sur le vif, j'ai pas de. Si jamais j'ai vraiment une chaîne ou quelque chose que je lis en cachette dont j'ai honte, j'essaierai de le mettre en commentaire du replay. ok, donc en commentaire, on reste vigilant parce qu'on aura des Exactement. informations. Est-ce qu'il y a un influenceur, là je vais dire peut-être B2B, que tu suis quand je dis B2B, c'est bon, sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis sur LinkedIn que tu aimes bien ou... Ah, je vais être corpo. Ah, Moi, j'aime beaucoup Inès. ok. C'est mignon. Je la trouve assez pétillante et je pense qu'on a à peu près le même âge et donc je me reconnais forcément dans son parcours et dans ce qu'elle dit. Je la suis aussi sur Instagram où elle partage en story son quotidien de chef d'entreprise. Donc je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qui est différent entre ce que, par exemple, publie Inès sur Instagram que sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a elle prend, parce que je sais qu'elle prend un angle un peu différent, mais qu'est-ce qui... Ouais, bah sur LinkedIn, elle va plutôt être dans ce rôle-là de je gère une entreprise, je suis spécialiste de la rédaction web, je forme des gens, etc. Ça va être très tourné vers son travail. Alors que sur Insta, ça va peut-être être aussi tourné très vers son travail, mais ça va être on entre plus dans son quotidien. C'est-à-dire qu'elle va faire des stories, elle va parler, elle va pas faire que de l'écrit, elle va pas faire que des posts. Elle va aussi nous montrer, tu vois, elle nous montre le matin qu'elle va à des cours de sport, ce qu'elle fait pas sur LinkedIn, par exemple. Et ça, en fait, tu as vraiment l'impression d'entrer dans sa journée, dans son quotidien. Ok. Et pour finir, quelle vision tu as de l'influence? Alors, j'ai un biais forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur l'influence B2B. Mais quel avenir tu vois l'influence B2B? Est-ce que tu as une vision un peu, toi qui quand même, on a beaucoup parlé de relations presse, mais je rappellerai quand même que tu as le magazine leader quand même sur l'influence, qui est Les gens d'Internet, et je vous invite à aller regarder et vous inscrire à la newsletter, parce que la newsletter, c'est bourré d'informations, de campagnes, etc., les insights, comme tu disais. Mais est-ce qu'il y a justement, comment tu vois l'avenir de l'influence, et avec une petite spécialisation de B2B, si tu as une vision, pour motiver les gens peut-être aussi à se dire peut-être qu'il y a des opportunités aussi en influence B2B ou... Oh, il y a certainement des opportunités en influence B2B parce que en France, on en est qu'au tout début. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, l'influence, être influenceur et gagner de l'argent en réalisant des posts ou en faisant de la pub sur ses propres réseaux, c'est connu de tout le monde. Alors qu'au tout début, quand c'était l'influence encore très B2C dans le domaine de la beauté, dans le domaine de la mode, tout le monde n'avait pas conscience de ça et tout le monde n'avait pas envie de grappiller un petit bout et de se dire moi aussi je peux devenir influenceur si je poste, etc. Donc l'évolution de l'influence B2B, je dirais que c'est forcément un petit peu la même vision que toi, c'est-à-dire d'aller chercher la manière dont on raconte des histoires, dont on met en avant des entreprises, dont on collabore avec des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur LinkedIn, tout le monde prend la parole sur LinkedIn. Le matin, tu te connectes entre 7h et 9h, tu as des centaines de posts de toutes les personnes que tu suis. Là, à 25 millions d'inscriptions. Voilà, qui parlent un petit peu toujours de la même chose. Ouais. Voilà, on va pas se mentir. Les posts, c'est toujours, voilà, comment est-ce que j'ai réussi à gagner tant, comment est-ce que j'ai réussi à avoir tel client, comment est-ce que je me suis lancée en tant que freelance, comment est-ce que je gère mon temps, etc. C'est toujours un petit peu les mêmes sujets. On tourne assez finalement en rond. Et je pense que LinkedIn, depuis 2 ans, est vraiment en train d'évoluer en même temps que la com B2B et qu'il y a tout un travail de fond à faire sur comment est-ce qu'on prend la parole sur LinkedIn, comment est-ce qu'on intéresse les personnes qui sont sur LinkedIn à des campagnes d'influence, comment est-ce qu'on met en avant les créateurs de contenu véritables qui sont sur LinkedIn et qui ont une vraie communauté derrière, avec des personnes qui s'intéressent à ce qu'ils disent, avec des personnes qui vont réagir. Parce qu'il y a ça aussi sur LinkedIn, des personnes qui font croire qu'elles ont des milliers de personnes qui les suivent et finalement quand tu analyses un petit peu c'est pas le cas. Donc j'ai les informations si tu veux. Je les écouterai avec plaisir. Mais voilà, de vraiment mettre en avant un petit peu comme dans l'influence B2B des profils qui sont véritablement influents dans leur domaine et ça c'est tout le travail que vous faites au travers de l'agence. Donc Okay. Je pense pas avoir dit balancer quelque chose. Non, mais nouveau, est-ce que donc toi t'es plutôt tu penses que l'influence B2B avant qu'on lance l'agence, est-ce que tu avais déjà eu l'intuition de se dire peut-être qu'il y aura un marché sur ce l'influence B2B? Pas du tout. Pour moi, l'influence B2B avant que vous lanciez les années folles, c'était en fait tous ces youtubeurs qui parlaient de marketing et d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, mais pas de personnes qui prenaient la parole sur LinkedIn par exemple. J'ai une question. Quels sont les influenceurs les plus crédibles dans le domaine de la construction, de l'habitat et du BTP? Alors, je vais répondre à ces questions, parce que c'est très précis. Sébastien, très précis, ouais. Sébastien, merci pour ta question. Donc, la question que
tu dois te poser, c'est justement quelle est la cible. Donc, j'imagine que le domaine de la construction, de l'habitat et du BTP, il ne faut pas tomber dans l'écueil de je suis une entreprise dans le BTP qui va parler forcément, ou on prend souvent le cas de l'avocat qui veut parler avec un influenceur avocat, mais son client, ça se trouve, c'est des startups. Donc, du coup, il faut rentrer dans ce monde-là, en fait, avec des leaders d'opinion du monde de la startup. Donc là, c'est la première question à se poser parce que c'est une question assez précise. Après, des influenceurs dans la construction de l'habitat et du BTP, au sens large, l'habitat, il va y avoir des influenceurs autour de l'immobilier, par exemple. Donc, ils peuvent aller sur le sens large parce que c'est des gens quand même qui consomment des contenus en relation avec l'immobilier, dont il peut y avoir les travaux, l'habitat. Après, on va avoir dans le BTP, peut-être que ça dépend en fait l'intention. Est-ce que l'intention, c'est toucher le consommateur, donc le propriétaire d'une maison, imaginons pour l'habitat. Et donc là, on peut aller au sens large avec peut-être que tous les influenceurs qu'on a, ils sont propriétaires d'une maison. Mais bon, c'est un peu plus mainstream là, il n'y a pas d'expertise. Après, un expert du BTP aujourd'hui, j'en ai pas vu sur LinkedIn. C'est peut-être. Il y en a sur les autres réseaux sociaux. Il y en a sur les autres réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a sur TikTok, sur YouTube, mais après, ça dépend de la cible qu'on veut toucher. Par contre, on pourrait parler à un expert du patrimoine immobilier. On pourrait avoir un influenceur qui va être dans le domaine de la construction. Je pense comme ça. Il peut y avoir des biens en fait. Ça va vraiment dépendre, Sébastien, si tu peux préciser ta question. En B2B, donc c'est à peu près, donc il m'a répondu en B2B. Quelle est l'intention de cette potentielle campagne? Quel est l'objectif en B2B? Qui on veut toucher? Des distributeurs? Est-ce qu'on veut toucher des retail, dans le retail, des bricoleurs, des consommateurs? Si c'est du B2B, j'imagine que c'est peut-être des magasins dans le retail qui offrent du matériel B2B. Donc, ça va dépendre. On peut trouver en fait souvent un axe en B2B. Après, dès qu'on parle aux consommateurs, c'est un peu plus large. Donc, on a moins d'expertise. On est plus sur demain, vous vendez du bois pour des terrasses. Peut-être que les influenceurs sont propriétaires, mais ça ne va pas être forcément le cœur de notre activité. On va plutôt parler avec des experts d'une thématique bien précise, professionnelle. Et donc, demain, peut-être qu'il y aura des influenceurs dans le domaine de la construction. Ce n'est pas impossible sur LinkedIn. Voilà, j'ai un peu noyé le poisson peut-être. J'essaie de répondre à la question, mais c'est un peu trop large peut-être la question. Qu'une agence, ça sert aussi à ça. Ouais, à réfléchir à toutes ces questions-là ouais. et de se poser vraiment les bonnes questions parce que souvent, on se rend compte que pour finir, le consommateur, enfin le client qui veut faire de l'influence et des campagnes d'influence, peut-être qu'il se pose la mauvaise question au démarrage et nous, on l'amène à réfléchir à la bonne réponse à cette question. C'est de se dire, ils arrivent avec un biais. Ouais, je travaille avec tel influenceur pour tel type de campagne et à la fin, après vraie réflexion et après avoir briefé avec lui, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait qu'il avait imaginé au démarrage. Et on se trompait peut-être. Donc ça, c'est tout l'intérêt de travailler avec des agences. Voilà, donc j'espère en tout cas que merci en tout cas Myriam d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, à soit les mettre en commentaire, soit à nous envoyer un message privé à Clifford et à moi si vous voulez qu'on vous réponde plus en détail. Avec grand plaisir. Je vous retrouve dans un mois. J'aimerais en faire plus souvent, mais on manque cruellement de temps. J'en ai mis 2 ans avant de lancer ce premier live. Et en tout cas, le mois prochain, c'est promis, on vous enverra l'information sur LinkedIn du prochain live avec mon prochain invité. Et puis, peut-être que dans le futur, on aura aussi des influenceurs, bien sûr, autour de la table, des influenceurs LinkedIn. Et merci beaucoup d'avoir répondu de manière transparente. Il restait encore 2 petits tickets, mais on va les lire en off. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite sur LinkedIn et rejoignez la page des Années Folles. Et les gens Internet, bien évidemment. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Salut.